Général Jean-Bernard Pinatel, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Je vous en prie. Vous avez une analyse très froide, parfois incomprise par certains auditeurs. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi, à vos yeux, ce qui peut choquer le grand public, l'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre? Alors, je voudrais surtout dire deux mots sur mon positionnement. Moi, je suis, si vous voulez, un gaulliste. C'est-à-dire, je pense que la France, comme le général de Gaulle, est à la fois une puissance maritime. Effectivement, on a près de 5000 km de côte et on a une zone exclusive, économique exclusive de 12 millions et demi de kilomètres carrés qui est à peu près équivalente à celle des États-Unis, la première ou la seconde du monde. Et on est à la fois une puissance continentale comme l'Allemagne. Donc, puissance maritime comme les anglo-saxons, les États-Unis, l'Australie, la Grande-Bretagne, mais puissance continentale comme l'Allemagne, la Russie, la Chine. Et donc, pour le général de Gaulle, la France devait être un trait d'union entre l'Est et l'Ouest. Il ne devait jamais prendre parti dans un camp. Et c'est pour ça qu'il avait quitté l'organisation militaire intégrée l'OTAN en 1966, et qu'on est resté, y compris du temps de Mitterrand, hors de cette organisation. Et la bêtise énorme qui a été faite par Sarkozy, de nous faire réintégrer l'organisation militaire intégrée, et ensuite continuée par Hollande et Macron, qui est une erreur considérable à mes yeux, parce que ça nous place dans un camp et ça nous disqualifie, notamment par rapport au reste du monde. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, les sanctions décidées par ce qu'on appelle l'Occident, mais je dirais plutôt les anglo-saxons et leurs vassaux européens, n'ont pas été appliqués par 160 pays sur 195. Mais que répondez-vous à ceux qui vous disent oui, il faut aider l'Ukraine? Il y a une guerre d'invasion le 24 février par la Russie. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Alors, il est bien certain qu'on aurait dû avoir une position européenne. Et le problème, c'est que la position européenne est la position des Américains. Pourquoi les Américains soutiennent l'Ukraine? C'est ça qu'il faut commencer à se poser. Et pourquoi nous, on est stupides pour poursuivre les Américains? Les Américains défendent leurs intérêts. Moi, je ne critique jamais les États-Unis. D'abord, ma première femme était américaine. Mon fils a épousé une américaine et dirige une société américaine. Et moi-même, j'ai vendu ma société à LexisNexis, société américaine qui m'a gardé pendant 15 ans. Et en plus, j'ai la médaille du Congrès pour avoir aidé les États-Unis au moment de la première guerre du Golfe. Donc, si vous voulez, je ne suis pas un anti-américain. Et je dis les Américains défendent leurs intérêts. Mais l'Europe ne défend pas ses intérêts. Alors, pourquoi les Américains ont leur intérêt? Brzezinski a écrit un livre très important, publié en 1997, qui est le Grand Échiquier. Et dans le Grand Échiquier, il disait le risque pour l'impérium des États-Unis, qui depuis la fin de la guerre froide dominait le monde, et que l'Europe s'allie économiquement avec la Russie, s'en fera la première puissance du monde. Et donc il faut absolument empêcher cela, et le coin pour l'empêcher, c'est l'Ukraine. Et les États-Unis, depuis cela, mènent une politique qui a pour but de séparer l'Ukraine de la Russie et de se servir de l'Ukraine pour créer un nouveau mur entre la Russie et l'Europe. Et d'ailleurs, on le voit bien, les sanctions économiques, qui elles impactent d'abord? Elles impactent d'abord l'Europe. Parce que l'Europe ne peut pas se passer du gaz russe, quoi qu'on nous raconte. Et quand on nous dit que l'on va utiliser le gaz américain, je vous rappelle, et ce sont les chiffres de British Petroleum qui font référence dans le monde, l'Europe, en gros, importait 250 milliards de mètres cubes de gaz en 2021. Les États-Unis n'en exportaient que 2 milliards. L'Amérique du Nord n'exportait que 2 milliards de mètres cubes. Donc on ne va pas remplacer, si vous voulez, et les Russes exportaient en gros 250 milliards de mètres cubes. Vous voyez, 2 milliards pour les États-Unis, 250 milliards par le gaz russe. En gros, au niveau de la production de gaz, c'est 4 000 milliards de mètres cubes en 2021. 500 milliards qui sont exportés, dont 250 milliards, en gros, à peu près 250 milliards par les Russes. On ne va pas pouvoir se passer de ça.
alors que nous, on en importe 325 milliards. Alors le pari qui est fait visiblement et qui est défendu par certains analystes est un affaiblissement de la Russie et une déstabilisation interne avec la chute du président Vladimir Poutine. Voilà à quoi serviraient ces sanctions. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ben, écoutez, c'est pas moi qui le dis, je ne suis pas un économiste, mais les économistes disent la Russie a une croissance alors que nous, l'Europe est en récession. Hein. Donc, l'Allemagne, l'industrie de l'Allemagne a passé l'hiver parce que les stocks étaient pleins, mais elle est en récession là, depuis 2 trimestres. Donc, c'est nous, l'impact va être sur le niveau de vie de l'Europe, de suivre les Américains. Nous, l'Europe devait être un trait d'union. Et qu'est-ce que demandait la Russie? La Russie demandait que les populations russophones et russes qui étaient dans le Donbass aient un traitement particulier au sein de l'Ukraine. C'était ça, les accords de Minsk en 2014. C'était ça. Et moi, je peux vous dire en plus, qui suis un officier qui a eu 2 morts et 7 blessés dans ma section, dont moi, je sais toute l'horreur de ce que c'est, de ce que toute cette jeunesse subit actuellement. Et pour moi, je suis scandalisé que nos dirigeants ne font que suivre et défendre les intérêts anglo-saxons, qui ne sont pas ceux de l'Europe. L'Europe doit être... On a créé l'Europe pour la paix, on n'a pas créé l'Europe pour la guerre. Oui, alors là, mais on en revient toujours à cette question qui est terrible. Bon, est-ce qu'on aurait pu, via les accords de Minsk, éviter l'invasion de l'Ukraine? Est-ce que c'était jouable? Mais écoutez, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Merkel et Hollande ont reconnu que les accords de Minsk ont été signés pour permettre à l'Ukraine de se réarmer en vue de reprendre le Donbass, le contrôle du Donbass. Donc, alors qu'il faut bien expliquer que le Donbass, la volonté là, des indépendantistes, qui était quand même soutenue par la Russie, il faut le dire, chaque camp était soutenu en partie par les Américains, en partie par les Russes. Donc on avait déjà un affrontement de toute façon. Oui, mais tous les différents. Moi, Dieu sait si j'ai, au niveau de l'État, géré des différends. Tous les différends ne débouchent pas sur la guerre. Les différends, si vous voulez, vous avez des signaux faibles, vous avez des signaux forts, puis vous avez des signaux d'alerte. Et à ce moment-là, quand on est sérieux, eh bien, on gère ces signaux, que ce soit économique ou que ce soit géopolitique, on gère ces signaux pour éviter d'arriver à la crise ou à la guerre. Et simplement, les Européens sont des vassaux des États-Unis. Nos dirigeants européens sont des vassaux des États-Unis et ne défendent pas les intérêts des Européens. C'est pour ça que je dis, je ne reproche jamais aux Américains ou aux Anglais de défendre leurs intérêts. Eux, ils le font. Eux, ils le font. Simplement, nous, nos dirigeants ne le font pas. C'est ça, le problème. Et qu'on ne me parle pas de morale. Quand le ministre des Affaires étrangères, on a demandé à l'Inde de se rallier devant d'appliquer les sanctions, l'Inde a dit, attendez, vous nous demandez au nom de la morale internationale, mais d'appliquer les sanctions, mais qu'est-ce que vous avez fait en Irak? Quand vous avez envahi l'Irak sans mandat de l'ONU, en mentant à la communauté internationale plus de 900 fois sur la possession d'armes de dissuasion massive de Saddam Hussein et ses liens avec Al-Qaïda. Ne parlez pas de morale. Les États n'ont que des intérêts. Comment voyez-vous les 3 mois à venir, 3-6 mois? Certains commencent à parler, et ça a l'air assez sérieux, de probables négociations entre l'Ukraine et la Russie. Ça vous semble fiable comme information ou est-ce qu'on avance fatalement vers une escalade? Moi, parfois, personnellement, j'ai l'impression que rien ne peut arrêter... Bon, il y a eu déjà des négociations juste un mois après l'invasion qui étaient sur le point d'aboutir. Et c'est les anglo-saxons qui ont dit non, on va vous aider à Zelensky, qu'ils ont signé. Alors aujourd'hui, vous savez, ce qui manque le plus à l'Ukraine, ce n'est pas les matériels, c'est les hommes. Et c'est les hommes qui ont envie de se battre. Donc à un moment,
Moi, je l'ai dit, je l'ai écrit. Donc, je pense que c'est une guerre qui va ni gagner par la Russie, ni gagner par l'Ukraine. C'est une guerre qui va se stabiliser sur un front. Allez, en gros, la limite des 4 oblasts qui ont été plus ou moins la limite, puisque Kherson aujourd'hui fait partie de l'oblast de Kherson, mais les Russes l'ont évacué, qui va se stabiliser en gros sur les frontières de cela. Et il va y avoir des tranchées, il va y avoir des barbelés, il va y avoir ça, comme ça se passe dans la Corée du Nord et la Corée du Sud. Je vous rappelle, la Corée du Nord et la Corée du Sud, il y a eu un accord entre la Chine et les États-Unis qui ont arrêté de soutenir les deux Corées. Mais les deux Corées sont toujours en guerre. L'armistice qui a été signé par les Américains et par les Russes n'a jamais été signé par la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et ça dure depuis 75 ans. Et ça dure depuis 75 ans. Donc moi, je ne vois pas, si vous voulez, de solution autre qu'une stabilisation, parce qu'à un moment, les Américains diront, bon, ça suffit de donner des armes, de donner de l'argent, etc., puisqu'on constate qu'ils n'y arriveront pas. Les Russes n'ont aucun intérêt à aller au-delà, d'après moi, s'ils sont raisonnables, d'aller au-delà des endroits où il y a des populations russophones et russes qui pourront assurer en grande partie la défense et le contrôle de ces territoires. Et si tout le monde est raisonnable, on devrait arriver vers une solution de stabilisation. Parce qu'on ne peut pas arrêter. On est plus de, d'après moi, de près de 500 000 morts et blessés en Ukraine. Vous vous rendez compte ? 500 000 morts et blessés. C'est-à-dire en gros 150 000 morts du côté de l'Ukraine et puis le reste en blessés. Et du côté de la Russie, de l'ordre de 4 fois moins. Mais c'est quand même beaucoup. Pourquoi ? Parce que les Russes tirent 4 fois à 5 fois plus d'obus que les Ukrainiens. Et ce qui tue, c'est le feu. Le feu tue. Le feu tue. Et il n'y a pas de raison qu'il tue moins du côté russe que du côté ukrainien. Et les Russes tirent, c'est les Ukrainiens qui le disent. Alors, il y en a qui disent que les Russes tirent 40 000 obus par... moi, je ne crois pas. Je pense que les Ukrainiens en tirent 4 000, disent entre 2 000 et 4 000 par jour. Les Russes en tirent 20 000 par jour. Voilà, c'est le chiffre les plus raisonnables. Donc, quand ils en tirent 4 ou 5 fois plus, ben, ils ont 4 à 5 fois moins de pertes. C'est évident. C'est évident. Si vous voulez, moi, je sais ce que c'est le feu. Hein. Je sais ce que le feu. Moi, en Algérie, j'avais la supériorité aérienne. J'ai accroché avec une section de 25 environ 120 rebelles dans les Aurès. Bien, moi, j'ai eu 2 morts, 7 blessés. Ils en ont eu 40 en face parce que moi, j'avais le feu pour moi, qui était l'appui aérien. On vous accuse d'être pro-Poutine. Qu'est-ce que vous répondez à ces... Je suis un officier français, j'ai toujours défendu les intérêts de la France. Je suis ni pro-américain, ni pro-Poutine, ni pro-chinois, ni pro-rien. Vous savez, quand on a servi, on a fait Saint-Cyr, on a servi, alors je défends les intérêts que je crois être ceux de la France et que beaucoup d'autres partagent. On peut ne pas être d'accord sur ma conception des intérêts français. Il y en a qui sont des atlantistes. Moi, je vous dis, je suis un gaulliste parce que je pense que De Gaulle a rétabli l'honneur de la France. Et deuxièmement, a positionné la France avec une force de dissuasion nucléaire qui fait que notre pays ne risque pas une invasion. Ce que vous voulez dire peut-être pour le grand public, c'est que la France devrait être en mesure de pouvoir aussi bien dialoguer, parler avec ses alliés américains qu'avec le reste du monde, la Chine, la Russie, et qu'elle n'aurait pas dû être tout simplement faire un choix un peu comme peut-être la place qu'occupe aujourd'hui la Turquie, par exemple. Oh, écoutez, je ne veux pas, dire la Turquie, la France n'est pas la Turquie. La France, si vous voulez, est une voie. Moi, si vous voulez, je connais à peu près 80 pays dans le monde hein, où j'ai été. La voie de la France est une voie à part.
l'alignement de la France, ce n'est pas dans la tradition de la France. Et en plus, elle n'a aucune raison de le faire, puisque elle a une dissuasion nucléaire qui assure sa sécurité. Personne ne viendra envahir la France. Je me permets de bien insister, car les accusations parfois qui vous sont faites, je pense qu'elles sont faites par ceux qui ne connaissent pas votre parcours. Un général qui a été sous 4 ministres de la Défense, pardonnez-moi, mais sait de quoi il parle. Mais ça a été... On a eu tellement de plateaux d'experts, semi-experts, moi, qui m'ont beaucoup choqué pendant 16 mois. C'est pour ça que vous interviewer est important pour nous. Recueillir votre expertise. On parle d'années et vous avez conseillé les plus prestigieux. Mais surtout, c'est que tous ces experts ne comprennent pas une chose. C'est que depuis... Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens-là? Que sont des marionnettes ou sont des incompétents. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est aussi simple que ça. On est, depuis 1945, Hiroshima-Nagasaki. C'est la première fois que la première ou la seconde puissance nucléaire du monde attaque à ses frontières un autre État. Pourquoi? Parce qu'elle considère que ses intérêts essentiels, c'est le terme dont on parle, nos intérêts vitaux sont en jeu. Qu'est-ce que cela signifie, et notamment dans la doctrine militaire russe? Ça signifie que si à un moment, dans cette guerre, la Russie était mise en difficulté, elle est autorisée par la doctrine militaire approuvée par le Parlement russe à nucléariser le conflit. D'ailleurs, les Américains le savent bien. Moi, j'ai un ami américain qui est général d'armée, qui a occupé des grandes fonctions, qui m'a dit, Jean-Bernard, tu sais quelle est notre stratégie? We give Ukraine enough to survive, but not enough to win. Nous donnons à l'Ukraine juste ce qu'il faut pour survivre, mais pas ce qu'il faut pour gagner. Pourquoi? Et toutes les décisions depuis le début du conflit le prouvent. Quand Zelensky a vu la supériorité aérienne début mars de la Russie, il a demandé à l'OTAN de créer au-dessus de l'Ukraine une zone d'exclusion aérienne. Ce n'est pas l'OTAN, ce n'est pas à Bruxelles qu'on lui a répondu, c'est à Washington. On lui dit, il n'est pas question. Pourquoi? Parce que les Américains ne voulaient pas prendre le risque que des pilotes américains affrontent des pilotes russes au-dessus de l'Ukraine, et des pilotes de des deux premières puissances nucléaires du monde. Quand un missile S-300 est tombé en Pologne et que Zelensky s'est précipité pour dire c'est un missile russe, pour essayer d'élargir le conflit, immédiatement les Américains disent non, on a suivi la trajectoire, c'est un missile de la défense aérienne ukrainienne qui a mal marché et qui est tombé en Pologne. Quand les Américains ont donné des HIMARS, qui sont des lance-roquettes multiples précis à l'Ukraine, ils l'ont donné à la condition qu'ils ne tirent pas sur le territoire russe, et ils ont bridé d'abord à 70 km, de ces HIMARS qui peuvent tirer jusqu'à 300 km, ils ont les bridés à 70 km et ils ont dit vous n'avez pas le droit de tirer sur le territoire russe, y compris la Crimée. Récemment, quand sous la pression des Polonais, etc., les Américains ont dit on vous autorise à donner des chars lourds. Les Américains ont dit on va débloquer 31, je crois, Abrams. Et Biden s'est précipité pour dire ce sont des chars pour la défense et pas pour la reconquête. C'est vrai que c'est très étonnant. Donc, si vous voulez, les Américains gèrent cela suivant leurs intérêts. Leur intérêt, c'est de faire durer la guerre pour affaiblir la Russie, pour affaiblir l'Europe. Les Américains, c'est la conséquence. Ce n'est pas nécessairement qu'ils voulaient affaiblir l'Europe. Ce que les Américains voulaient faire au départ, c'est créer un nouveau mur de Berlin entre la Russie et l'Europe, notamment pour qu'il n'y ait pas cette alliance économique. L'Europe, aujourd'hui, alliée à la Russie, c'est la première puissance économique du monde, largement. Le PIB européen, de tous les pays européens, est supérieur au PIB américain. Allié économiquement avec la Russie et en toutes les matières premières en Russie, pour d'ailleurs les stratèges américains, ils l'ont écrit. Brzezinski, qui a été le grand conseiller de tous des présidents démocrates depuis Carter, l'a écrit. Comment analysez-vous l'écriture du Grand Échiquier? C'est un ouvrage dont on parle beaucoup. C'est quoi le Grand Échiquier? Le Grand Échiquier,
C'est l'œuvre d'un stratège qui a été le stratège de pratiquement tous les pays, de tous les présidents démocrates, si vous voulez. Alors, c'est un autre Kissinger à ce niveau-là. Kissinger, c'est un grand diplomate, lui, c'est un grand stratège. Et donc, en 91, c'est l'éclatement de l'URSS, et il écrit 6 ans plus tard le Grand Échiquier pour dire, voilà, maintenant, où sont les intérêts de l'impérium que nous sommes, les États-Unis, puisque nous sommes la seule superpuissance du monde. Il dit, on a un risque, c'est la création de l'Eurasie, c'est la création de l'Europe alliée à la Russie. D'accord, donc je reviens pour le grand public. 91, la chute de l'URSS est avérée. 6 ans après, donc on est même la dans Russie est dans un état épouvantable. Et les États-Unis réfléchissent, enfin les stratèges, à comment conserver leur puissance et défendre leur intérêt général. Mais ce Brzezinski, pardonnez-moi, oui, est-il véritablement influent auprès de l'élite américaine? Est-ce qu'il est suivi? Mais bien entendu, il est suivi ensuite, si vous voulez, lui, il donne la direction. Et derrière, vous avez des instituts comme la Rand Corporation qui disent comment faire, qui vont travailler en dire, ben voilà, maintenant, si on veut éviter, comment il faut faire. Soros, comment on va faire? Voilà, ben on va faire les révolutions oranges, on va faire, etc. On va faire avancer l'OTAN. Donc tout ça, c'est pas un mythe. C'est pas Brzezinski. Non, c'est pas Brzezinski ne fait pas ça. Lui, il parle des intérêts. Il parle des intérêts et il dit il faut absolument éviter que l'Europe s'allie avec la Russie, qu'on crée l'Eurasie dans ce sens-là. Et le coin qui va permettre de le faire, c'est l'Ukraine. Il désigne la cible. Et après, ben, il y a la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, ça met du temps, etc. Donc, voilà. Alors, vous savez, aux États-Unis, moi je connais très bien les États-Unis, il y a très peu de gens qui réfléchissent aux choses internationales. Les présidents, pas grand-chose non plus. Je vous rappelle, quand Reagan est arrivé au pouvoir, le Washington Post a publié une carte que j'ai toujours, qui était le monde vu par Reagan, hein, qui était un grand acteur, etc. Il y avait l'Amérique du Nord, l'Amérique latine et l'ensemble de l'Amérique, de l'Amérique du Sud et le Moyen-Orient, c'était Our Oil. La Russie et la Chine, The Devils. L'Europe et l'Afrique, Indian Reserve. C'est à peu près le niveau de compréhension de 95% de la population américaine du monde qui sont tournés. Quand vous allez aux États-Unis, que vous prenez les journaux d'un État, il y a une demi-page sur Washington et 0 sur le reste du monde. C'est un grand pays et qui est tourné vers lui-même. La France a un génie propre et le monde attend ce génie de la France, mais elle n'attend pas qu'on s'américanise.